Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette nouvelle émission Jàng Tay. Jàng Tay est une émission qui s'occupe de l'éducation, qui parle de tout ce qui concerne ce secteur très important pour le développement d'un pays. C'est pour cela que pour ce premier numéro, nous avons choisi de recevoir sur ce plateau Madame Khady Sow Diop. Madame Khady Sow Diop est la première secrétaire générale, c'est-à-dire une dame, première secrétaire générale de l'IA de Thiès. Madame Khady Diop, merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous, M. Mbeng. C'est moi qui vous remercie de me donner l'opportunité de m'adresser à la communauté éducative de Thiès et aux acteurs du système éducatif en général. Très bien. Mais pour mieux connaître justement qui est Mme Khady Diop, Khady Sow Diop, nous allons suivre cet élément-là. Ensuite, nous allons revenir sur le plateau. Notre invitée du jour se nomme Khady Sow Diop. D'origine saint-louisienne, elle a grandi à Thiès dans un environnement scolaire. Et l'incarnation de la résilience, de l'abnégation et de la persévérance, car la perte prématurée de son père a été un coup de fouet et une source de motivation. Ainsi, elle fera un parcours normal entre le collège et l'université où elle étudiera l'espagnol et la linguistique. Au bout de 3 dures années d'études, faites de sacrifices et de privations, Khady, la meilleure élève en espagnol du lycée Malick Sy, en classe de terminale, décroche sa double licence en linguistique appliquée et en espagnol et décide d'embrasser une carrière professionnelle, mais pas avant de s'inscrire en année de maîtrise au préalable. Elle a d'abord servi en tant que professeure d'espagnol au lycée Charles de Gaulle de Saint-Louis du Sénégal, puis au CM Balabé et enfin au lycée Jules Sagna de Thiès. Elle a eu dans l'exercice de ses fonctions à coordonner le partenariat entre le lycée Charles de Gaulle et le lycée du pays de Retz de Nantes 2004 à 2008. En outre, elle a eu à diriger la cellule genre du lycée Jules Sagna de Thiès. C'est une lapalissade de dire que cette femme engagée est une parfaite intellectuelle. Au lieu de dormir sur ses lauriers, elle a cru en son potentiel et s'est dit, en bonne catalane, que « a quien madruga, Dios le ayuda », pour dire « l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt ». Elle fera d'autres études supplémentaires qui seront sanctionnées, notamment un master en communication, un MBA en management de projet, un master 2 professionnel en gestion de systèmes éducatifs à l'université Senghor d'Alexandrie, avec la spécialité ingénierie de la pédagogie et formateur de chef d'établissement avec la mention bien. Un certificat en conception de modules de formation en droit humain. Khady Sow Diop est également de la 12e promotion de la formation en politique sectorielle, gestion des systèmes éducatifs organisés par la FASTEF et l'UNESCO, IIPE, pôle de Dakar. Khady Sow a beaucoup de cordes à son arc, certes, mais est également un agent de développement et un serviteur infatigable de masse. Elle est membre du réseau Sénégal pour l'éducation aux droits humains et a siégé au comité de pilotage du projet Autonomisation et participation citoyenne des femmes et des filles. En outre, elle a été le point focal de l'action communautaire portant sur l'état civil de la commune de Thiès-Ouest, de septembre 2015 à janvier 2016, puis coach de la communauté de Thiès. Comme pour dire que la secrétaire générale du réseau des enseignants de Thiès, au poste de responsabilité, couple bien ses tâches administratives avec ses actions communautaires. Elle a été nommée chargée de la communication de l'inspection d'académie de Thiès suite à un appel à candidature quelque temps après sa participation à Niamey au programme de leadership du Sahel en 2017. Mentorée par la sociologue Madame Fatou Sow Sarr, elle devient une année plus tard lauréate du programme international de formation en droits humains comme participante à Montréal et a été sélectionnée comme co-animatrice du même programme en 2020, session reportée jusqu'au mois de juin 2021. Elle sait se fixer des objectifs et se donner des moyens de les réaliser avec brio. Elle se donne un nouveau challenge qui est de poursuivre ses études universitaires. Ainsi, sa mutation à la direction de la formation et de la communication du ministère de l'Éducation nationale du Sénégal survient peu de temps après sa nomination comme secrétaire général de l'inspection d'académie de Thiès, qui est comme une prémonition. Son père, ayant occupé ce poste dans les années 80 à l'IRE de Thiès, sont loin de lui faire changer
changer de trajectoire. Khady est doctorante en sciences de l'éducation à l'Université de Thiès. Bien, madame, vous venez de suivre un peu le portrait que nous avons dressé sur votre personne. Est-ce que vous avez quelque chose à compléter, à dire, à rectifier? D'abord, je vous félicite pour ce travail de recherche et je pense que vous avez dit l'essentiel. Je n'ai pratiquement rien à ajouter. Merci à vous. Merci à vous aussi. Très bien, donc nous allons entrer, madame, si vous le permettez, disons dans le sujet de notre émission. Nous allons parler d'éducation, surtout au niveau régional, au niveau de votre académie Thiès. Mais d'abord, par rapport à l'année passée, est-ce que vous pouvez nous faire un bilan assez succinct de l'année 2019-2020 avec toutes ces contingences, bien sûr? Voilà, Monsieur Mbeng, permettez-moi tout d'abord de vous saluer et de vous remercier et de remercier le directeur de Prestige TV. Je voudrais, à l'entame de mon propos, présenter mes meilleurs vœux à l'inspecteur d'académie de Thiès, Monsieur Pape Baba Diassé, et à tous les personnels de l'IA de Thiès, des IF, des services rattachés, en bref, de toute la communauté éducative de Thiès. Profiter également de l'occasion pour marquer ma solidarité à l'endroit des familles qui ont été éprouvées par la pandémie à Covid-19. Je voudrais présenter mes condoléances à tous ceux et à toutes celles qui ont perdu un proche, un parent, un ami ou un collègue, et particulièrement les enseignants qui ont perdu un collègue ou un proche ou un parent, et souhaiter prompt rétablissement aux malades qui sont dans les hôpitaux. Merci de m'avoir posé cette question qui est très pertinente parce que parler du bilan de l'Académie de Thiès, c'est aborder le bilan des priorités du ministère de l'Éducation nationale, c'est aborder le bilan du plan de résilience, mais également le bilan des résultats scolaires. Vous savez que à l'issue des assises de l'éducation et de la formation, il y a eu 11 décisions qui sont issues de ces assises et qui ont été déclinées en priorités. Priorités présentées et partagées par le ministère de l'Éducation nationale lors du séminaire de rentrée de 2019-2020 à Saly. Comme à l'accoutumée, avant chaque rentrée scolaire, le ministère de l'Éducation nationale regroupe l'ensemble des IA, les directions qui sont au niveau du ministère, les partenaires, les syndicats d'enseignants, pour partager et échanger sur le dispositif à mettre en place pour la rentrée scolaire. Ces 5 priorités-là, que sont tout d'abord promouvoir un climat social apaisé, renforcer l'efficacité et l'efficience du système éducatif, renforcer les capacités des enseignants et améliorer la qualité du pilotage, ensuite assurer à tous une éducation de base de qualité et systématiser l'éducation aux valeurs. Ces 5 priorités ont été traduites en activités au sein des 16 académies, dont l'Académie de Thiès, la plus grande, je dirais, du Sénégal. Ça, du point de vue de la taille ou des effectifs et autres. Et nous l'avons traduite, donc nous les avons traduites, ces 5 priorités, en activités mises en œuvre durant l'année scolaire 2019-2020. Donc, et nous avons fait une évaluation de l'an 1 de la mise en œuvre de ces priorités. Et nous sommes aujourd'hui à 112,78% de réalisation de l'an 1 des 5 priorités du ministère de l'Éducation nationale. Donc il est bon de rappeler que ces 5 priorités s'étalent sur 5 ans. Donc, et chaque année, nous évaluons les activités déroulées dans le cadre de ces priorités-là et nous l'évaluons pour qu'au bout de 5 ans, qu'on puisse connaître. Et cette année, vous êtes à quel taux d'exécution? 72,78%. Très bien, c'est un taux honorable. Voilà. Donc, pour en venir maintenant à l'évaluation du plan de résilience, vous savez que c'est au courant de l'année scolaire 2019-2020 que le Sénégal a enregistré son premier cas de Covid-19 au mois de mars. Et l'inspection d'académie de Thiès, à l'instar des 15 autres académies, et sur instruction du ministère de l'Éducation nationale, a été appelée à élaborer un plan de résilience. Un plan de résilience qui a été évalué au bout du compte à la fin de l'année scolaire
et qui nous a permis de relever des points forts et des points à améliorer. Je voudrais juste citer quelques points forts. Allez-y. C'est la synergie d'action que nous avons pu noter dans l'élaboration et la mise en œuvre de ce plan de résilience. Cette synergie d'action qui a regroupé l'ensemble des acteurs, les acteurs qui ont participé à la réflexion. Et quand je parle d'acteurs, je pense aux syndicats d'enseignants, aux parents d'élèves, en bref à tous les enseignants. Il y a également ce sursaut patriotique qui a été noté, surtout lors de la reprise des enseignements-apprentissages au mois de juin. Et c'est ce qui a permis quand même d'arriver à avoir les résultats probants que nous avons connus et nous allons revenir là-dessus. Oui. Et puis, comme point à améliorer, je vais juste en citer un, c'est l'insuffisance notée au niveau du rapportage, c'est-à-dire de la documentation des bonnes pratiques. Parce qu'il y a eu moult bonnes pratiques. Absolument. Et il faudrait qu'on les documente pour que cela soit un document de référence. On ne le souhaite pas, de capitalisation, on ne le souhaite pas, mais il peut y arriver qu'il y ait une autre crise, que Dieu nous en garde, on ne sait jamais. Donc documenter les bonnes pratiques permettrait de capitaliser. Très bien. Et vous venez de dire qu'en fait, disons, la manière dont vous avez mené donc, ce plan a permis en fait, d'avoir des résultats. Ça revient à présenter le bilan un peu des examens. Me permet de glisser vers l'évolution des résultats scolaires. Vous savez, cette année, il y a eu, autant au niveau national qu'au niveau académique, des bons significatifs. Si nous regardons les résultats notés enregistrés au CFE, le niveau national a eu 112,04% de taux d'admission. L'Académie de Thiès est à 73,51%. Pour le BFM, le niveau national est à 74,51%. Et l'Académie de Thiès a fait un bond de 25%. Parce que parti de 44,57% l'année dernière à 71,67% cette année-ci. Très appréciable. Très appréciable. Et pour le baccalauréat, le niveau national qui est à 48,23% et le niveau académique qui est à 49,73%. Et je voudrais m'arrêter un peu sur le baccalauréat parce que sur les 47 lycées que nous avons, les 36 ont des taux qui varient entre 50 et 78%. Donc ça, c'est un bon qualitatif. Absolument. Et je voudrais en profiter, si vous le permettez, madame, parce que les résultats que vous venez de nous donner montrent qu'effectivement, il y a des bons, très, très importants qui ont été faits, qui ont été réalisés entre l'année scolaire 2018-2019 et 2019-2020. Qu'est-ce qui explique, selon vous, ces résultats, surtout que nous savons que nous étions dans un contexte très, très, très difficile. Nous y sommes encore là, d'ailleurs. Oui, c'est le lieu de rendre un hommage mérité aux enseignants, les soldats de la craie. Mais je dirais qu'à l'appel du chef de l'État qui déclarait, je le cite, nous sommes en guerre, les enseignants ont été au front, comme les médecins, comme les forces de l'ordre. Et les enseignants ont pu accompagner. On fait un accompagnement psychologique des apprenants. Vous savez qu'à la reprise du 25 juin, seules les classes d'examen avaient regagné le chemin de l'école. Et on avait éclaté les effectifs. On avait à peu près entre 20 et 25 élèves par salle de classe. La particularité, c'est que les élèves étaient suivis non pas par un seul enseignant ou une enseignante, mais par une équipe pédagogique. Cela est important. Mais il y a également ce qu'on peut appeler l'instinct de survie. Parce que chacun et chacune souhaitait dépasser cette situation de stress. Cette situation de stress et ne voulait pas revivre une pareille situation, d'où tous les efforts fournis par les apprenants pour pouvoir passer en classe supérieure. Et qui dit passer en classe supérieure, c'est réussir aux examens. Absolument. Il y a également la démarche qui a été inclusive et participative, mais également le sursaut patriotique dont je parlais tantôt en début d'émission. Mais les enseignants ont fait également preuve d'abnégation et de résilience. Absolument. Donc, ils ont essayé de, entre guillemets, danser sous l'orage, au lieu d'attendre que l'orage se calme pour pouvoir revenir et continuer les enseignements-apprentissages. Donc, je les félicite
je leur tire mon foulard, même si je n'en ai pas. Donc je leur tire mon foulard et je voudrais véritablement leur transmettre également les félicitations et les remerciements de l'inspecteur d'académie, M. Paba Bediassé. Féliciter, c'est des félicitations très méritées. Je rappelle seulement que nous sommes en train de recevoir Mme Khadiso Diop, qui est la secrétaire générale de l'IADT Civil. Maintenant, donc ça c'est vraiment par rapport à l'année passée. Nous sommes dans une nouvelle année scolaire donc, qui a débuté récemment. Et aujourd'hui, est-ce qu'on peut savoir un peu comment au niveau de l'Académie de Thiès, vous avez pris en charge cette rentrée scolaire-là, qui était quand même une rentrée scolaire assez particulière? Oui, rentrée scolaire particulière sous Covid. Bien sûr. La Covid nous a rattrapés l'année dernière au mois de mars, mais cette année-ci, les réflexions sont allées dans le sens d'étudier tout en gérant la Covid-19. Mais il y a un dispositif qui a été mis en place. Donc juste après les examens du mois de septembre, nous avons mis en place le personnel. Parce que qui parle de rentrée scolaire parle de mise en place d'intrants. Il y a le personnel mis en place, il y a les kits d'hygiène qui ont été distribués aux établissements, il y a la mise à disposition des emplois du temps au niveau des établissements et tout cela, mais également la mise à disposition des listes des élèves qui ont été orientés en classe de seconde. On a pu réussir tout cela avant la rentrée du 12 novembre, mais aussi en collaboration avec le service d'hygiène, la désinfection et désinsectisation des établissements et des écoles. Donc, et c'est le lieu de remercier aussi les services régionaux qui, ensemble, en collaboration avec l'inspection d'académie, sur instruction du gouverneur de Thiès, participent à ce processus de rentrée des classes. Juste vous dire que la rentrée des classes est un processus. On ne peut pas, dès le 12 novembre, dire que nous avons terminé le processus. Donc, qui dit processus s'inscrit dans la durée. Et qui dit s'inscrit dans la durée, dit dotation qui continue. Nous recevons une dotation en kit d'hygiène, nous recevons du personnel, nous les mettons à la disposition des établissements et des écoles. Voilà donc ce qui a été fait. Et à part cela, l'inspecteur d'académie de Thiès a participé comme à l'accoutumée au séminaire de rentrée tenu à Saly au mois d'octobre. Et lors de ce séminaire, le protocole sanitaire a été revu. Parce que le protocole sanitaire de l'année dernière ne pouvait pas être plaqué cette année encore parce que l'année dernière, le protocole avait pris en charge un nombre réduit d'élèves, c'est-à-dire les candidats aux examens. Mais cette année-ci, avec la reprise généralisée, donc à tous les niveaux, il fallait revoir et réviser le protocole sanitaire. Et dans ce protocole sanitaire, il y a également, au-delà du protocole sanitaire, la note d'orientation. Et la note d'orientation de cette année-ci a mis le focus sur la nécessité de faire des activités d'enseignement-apprentissage orientées vers la consolidation et des tests de positionnement pour combler le gap de l'année dernière. Dans le protocole sanitaire révisé, il y a des points d'attention. Et les points d'attention sont orientés vers, je vais en citer un seul, deux, c'est la gestion de l'hygiène des menstrues. Donc il y a la spécificité de la fille qui est prise en compte, mais également la spécificité de la petite enfance, c'est-à-dire dans les écoles préscolaires, il y a des points qui concernent le niveau du préscolaire. Absolument. Et madame, sur ce point précis, je voudrais quand même que vous rassuriez les enseignants, parce qu'en vérité, peut-être que nous savons que l'année scolaire, c'est des mois, c'est assez long. Vous l'avez dit, le contexte des examens, de la reprise lors des examens n'est pas le même que maintenant. Donc cela veut dire qu'en termes de moyens, je veux parler des masques, de gel, etc. Est-ce que vous pouvez rassurer les enseignants comme quoi que, en fait, ça c'est un processus, c'est des choses que peut-être qu'ils vont recevoir tout au long de l'année, peut-être. Oui, effectivement. Donc, je l'avais dit il y a un moment, qui dit processus dit distribution continue. Donc, on s'inscrit dans la continuité parce que nous avons des partenaires qui réagissent au fur et à mesure que l'année continue. Et à chaque fois que nous recevons un accompagnement de la part des partenaires, à chaque fois que nous recevons des dons de la part des partenaires, nous les distribuons aux écoles et aux établissements parce qu'on avait déjà
demander aux chefs d'établissement de faire l'expression de leurs besoins. Cela est déjà disponible et il nous suffit juste de regarder le tableau pour voir comment répartir ce que nous recevons pour pouvoir combler les insuffisances. Donc, revenir un peu sur le processus de la rentrée, parce que quand nous avons eu la note d'orientation, le protocole sanitaire, tout ce qui était partagé par le ministère de l'Éducation nationale, nous avons également tenu des rencontres avec les acteurs des sous-secteurs, du sous-secteur de la petite enfance, du sous-secteur de l'élémentaire, le moyen secondaire, les proviseurs, les chefs d'établissement, mais également le CAPEP, c'est-à-dire du privé. Et nous avons partagé toute la documentation, tous les documents avec ces acteurs-là. Et c'est le lieu de remercier l'IF de Thiès-Ville, M. Arfan Seck, qui a répliqué le séminaire de rentrée tenu au niveau central avec les IA. Donc l'inspecteur a fait le séminaire de rentrée au niveau de Thiès avec les principaux et les directeurs d'école. Et c'est une initiative que nous magnifions parce qui va dans le sens de partager avec l'ensemble des acteurs. Donc tout à l'heure aussi, madame, je vous avais lâché disons, un concept que vous avez parlé de gestion de l'hygiène des menstrues. Et nous savons que cela concerne les filles. Est-ce que, en fait, justement, cet aspect-là, je crois savoir que c'est un programme, peut-être ça fait partie des nouveaux projets que vous êtes en train de dérouler au niveau de l'académie. Est-ce que vous pouvez revenir un peu en détail pour expliquer les enjeux de ce projet-là? Oui, merci de me permettre de glisser vers la gestion de l'hygiène des menstrues, qui est un projet que nous déroulons au niveau de l'Académie de Thiès depuis l'année dernière, qui devait prendre fin, mais à cause de la Covid et de la suspension des enseignements-apprentissages, on l'avait suspendu. Donc les activités ont été reprises cette année. Et c'est le fruit d'un plaidoyer qui a été fait lors de la Journée nationale de l'éducation des filles, parce qu'on avait constaté, le diagnostic avait permis de voir que le taux d'abandon au niveau de certains établissements et de certaines écoles était élevé et que les raisons, entre autres raisons, on pouvait noter l'absentéisme des filles. Et cet absentéisme dû à la gestion des menstrues. Parce qu'on avait constaté que les toilettes au niveau des établissements n'étaient pas sensibles à la spécificité de la fille. Donc dans ce projet de gestion de l'hygiène des menstrues, qui est un projet financé par Child Fund, et avec comme partenaire technique la Fédération Kajoor Diankhen, qui pilote le projet en collaboration avec l'inspection d'académie dans 12 écoles et établissements de Thiès, nous avons réhabilité des boxes et des blocs sanitaires. Nous avons également équipé des boîtes à pharmacie, mais nous formons les élèves, le personnel administratif, les enseignants, sur la gestion de l'hygiène des menstrues. Et ce package va nous permettre au moins de créer un environnement sécuritaire pour la fille qui va se sentir en sécurité, qui va se sentir à l'aise pendant ses menstrues au sein de l'établissement. On est en phase pilote, c'est pourquoi on a choisi juste 12 écoles et établissements, mais on compte passer à l'échelle ce projet pour pouvoir permettre à toutes les filles de s'épanouir dans l'environnement scolaire, parce que cela est important. Mais vivement en quoi que disons, le maillage de la région par rapport à ce projet-là soit fait, parce que nous savons très bien que nos filles en ont vraiment besoin. Mais il y a un autre projet aussi qui me semble important, parmi les projets qui sont en cours. J'ai entendu parler de ce qu'on appelle le PADES. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, cela consiste à quoi, ce PADES-là? Le PADES, c'est le programme d'appui au développement, pour le développement de l'éducation au Sénégal. C'est également un projet pilote qui est déroulé dans les IA de Kaffrine, de Matam, de Sédhiou, de Rufisque et de l'IA de Thiès. Mais il est bon de rappeler que le PADES est un instrument de mise en œuvre du programme d'amélioration de la qualité, de l'équité et de la transparence, le paquet. Donc le PADES vise l'amélioration de la qualité de l'éducation en passant par le renforcement de capacité des acteurs. Mais en bref, je peux dire que dans le PADES, on est orienté vers l'élaboration de projets académiques.
Vous savez qu'auparavant, on entendait parler de projets académiques. Les établissements élaboraient leurs projets qui étaient financés ou qui étaient soumis à des partenaires qui les finançaient. Maintenant, on va vers l'élaboration d'un projet académique global, donc c'est plus global. Et à l'heure qu'il est, le comité de pilotage académique est déjà mis en place. Il y a un arrêté du gouverneur de Thiès qui a déjà mis en place le comité de pilotage et le projet sera déroulé, Inch'Allah, au grand bénéfice de nos apprenants. Voilà. Donc je voudrais rappeler à ceux qui nous prennent en cours que nous sommes en train de recevoir Mme Khady Sow Diop, qui est la secrétaire générale à l'IA de Thiès-Ville. Mais justement, donc, quand on parle de gestion au niveau de l'académie, on pense certainement à certaines instances qui peuvent être mises en place, ou il y a des instances qui existent déjà. La semaine passée, nous avons, à travers la presse, vu qu'on avait monté ce qu'on appelle un observatoire. Et cet observatoire-là, c'est un observatoire de quoi? Ça arrive à quoi et quels sont ses enjeux? Ça va vers quoi? L'observatoire local de la qualité de l'éducation a été mis sur pied au niveau de l'Académie de Thiès au mois de décembre. Et c'est en collaboration avec la COSIDEP. La COSIDEP qui est une organisation qui réfléchit et qui réfléchit bien dans l'intérêt de l'éducation. Nous les suivons et nous collaborons étroitement avec la COSIDEP. Permettez-moi de féliciter M. Mbaou, M. Cheikh Mbaou, qui véritablement participe à toutes les réflexions au niveau central comme vous aussi au niveau académique. Donc l'objectif de l'observatoire, c'est d'améliorer la qualité de l'éducation, mais également d'instaurer un cadre de dialogue permanent avec l'ensemble des acteurs, mais c'est également un outil de gestion des conflits. Je puis juste dire que cela vient s'ajouter au cadre du dialogue social, parce qu'il y a un cadre académique du dialogue social, il y a des cadres départementaux de dialogue social, et tout cela renvoie à une des priorités du ministère de l'Éducation nationale, qui vise l'apaisement du climat dans l'espace scolaire. Donc c'est important et cela nous aide à arriver à atteindre les objectifs de cette priorité-là. De toute façon, souhaitons qu'encore cette année, l'année est encore calme. Souhaitons qu'il n'y ait pas de remous, de grève, encore une fois, pour cette année. Nous le souhaitons encore vivement. Mais Madame la secrétaire générale, je voudrais aujourd'hui, par rapport à tous ces candidats qui nous écoutent, par rapport à tous ces parents qui nous écoutent, aujourd'hui que vous nous édifiez un peu par rapport à ce qu'on appelle, on a entendu parler de du programme, des programmes réajustés. Aujourd'hui, donc, nous savons que le ministère, et au niveau des académies aussi, on est en train de voir un peu, de revoir les programmes et pour voir un peu comment peut-être les alléger ou en quoi, comment les présenter de façon beaucoup plus pertinente. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Oui, vous savez, l'année dernière, à la reprise du 25 juin, on a été obligé d'alléger les programmes parce que le temps qui nous restait n'était pas assez élastique pour nous permettre de dérouler tout le programme initial. Et après réajustement ou après allègement de ce programme, la réflexion était lancée. Donc on le dit souvent que la Covid nous a quelque part appris certaines choses. Et c'est pour cela que l'Inspection générale de l'éducation et de la formation, les IGF, ont réfléchi sur le réajustement de programme et le résultat final a été envoyé au niveau de chaque académie vers la fin du mois de décembre. Et ça a été partagé avec l'ensemble des chefs d'établissement, des IEF et autres. Donc ces programmes réajustés seront déroulés dans les établissements et écoles. Et l'Académie de Thiès est en train déjà de réfléchir à comment intégrer ces programmes-là dans les progressions harmonisées, articulées aux évaluations standardisées. Parce qu'en attendant de les recevoir, on était en train de voir comment dérouler les phares, à quelle échelle établissement, échelle zonale ou académique. Mais sous peu, dans quelques jours, une rencontre sera organisée pour qu'ensemble, avec l'ensemble des acteurs et des parties prenantes, qu'on puisse réfléchir
et tirer les enseignements d'abord de la mise en œuvre des phares l'année dernière, parce qu'on évalue les phares à la fin de chaque année, mais avec les programmes réajustés, la réflexion sera encore lancée et on va partager avec les acteurs. Nous avons parlé de programme et ça nous conduit directement aux examens qui se pointent à l'horizon. Aujourd'hui, est-ce que pouvez-vous, disons, nous dire à peu près le calendrier qui est déjà, peut-être même c'est les provisoires, qui est déjà prévu en quoi par rapport aux examens nationaux, BFM, certificat, bac, tout ça? Oui, en fait, je pense que la machine elle est lancée. On est dans le déroulement de l'année scolaire. Et nous avons reçu, il y a 2 jours, le calendrier des compositions du premier semestre déjà. Et les classes d'examen de 3e et de terminale qui vont composer du mardi 23 février au mardi 9 mars. Et les autres niveaux, les autres classes vont composer du mardi 9 mars au mardi 23 mars. Au niveau de l'élémentaire, les compositions sont déjà en cours. Et le calendrier des examens et concours est également reçu. Nous l'avons partagé avec véritablement tous les acteurs au niveau académique. Et le baccalauréat technique est prévu le 17 juin de cette année. Le CFE et l'entrée en 6e les 23 et 24 juin. Et le baccalauréat des séries S et L prévu le 1er juillet. Le 1er juillet. Voilà. Donc, bref, voilà les dates qui sont retenues par le niveau central et partagées au niveau de chaque académie. Et certainement, peut-être que par rapport à l'année dernière, déjà, je crois que peut-être que toutes les leçons par rapport à l'année dernière ont été prises, on était en tout cas, disons, retenues pour l'organisation de ces prochains examens-là, certainement. Ah oui, on va capitaliser les bonnes pratiques. Parce que je prends juste l'exemple du baccalauréat, avec la proclamation des résultats qui créait une mobilisation forte, voilà, une mobilisation forte dans les centres, créer entre guillemets une petite insécurité. Et l'année dernière, avec la Covid, on a testé les SMS et ça a marché. Et je pense que, à mon sens, je pense que cela peut être consolidé cette année parce que c'est une initiative nouvelle, donc qui certainement est évaluée ou sera évaluée. Et on verra comment l'améliorer, peut-être pour permettre aux élèves de rester chez eux et de prendre le résultat. Donc d'être entouré de leur famille, parce que ça aussi c'est important, d'être entouré de sa famille et de fêter ou sa victoire, sa réussite, ou je ne le souhaite pas son échec, être entouré de sa famille de toutes les façons pour être appuyé. C'est important. Et justement, en parlant des SMS, cela me fait penser à toutes ces initiatives-là qu'on a vues l'année dernière par rapport à l'enseignement à distance, par rapport à apprendre chez vous. C'était ça, je pense, le slogan du ministère. Je pense que ce projet-là, où est-ce qu'il en est? Est-ce que c'était simplement par rapport au contexte ou bien c'est un projet en cours qui continue d'être... Là, je vous rassure quand même, parce que le ministère de l'Éducation nationale a déployé beaucoup d'efforts qui sont allés dans le sens et qui vont dans le sens de développer les ressources numériques. L'année dernière, il y a eu donc la stratégie Apprendre à la maison, l'ouverture de la chaîne 100% éducative Canal Éducation. Il y a eu une diversité des ressources numériques avec les leçons qui ont été diffusées au niveau des radios communautaires, mais également les initiatives des enseignants. Des enseignants avec la création de groupes WhatsApp, avec des cours diffusés via Facebook et autres. Mais cette année-ci, le ministère de l'Éducation est en train de consolider cela en s'y prenant très tôt parce qu'il y a eu une formation sur la plateforme Green le mois passé. Les chargés des ressources humaines au niveau de l'IA et des IF, ont été formés. Et c'est une formation en cascade parce que c'est formé, les chargés des ressources humaines ont également démultiplié la formation au niveau des écoles et établissements. Et les chefs d'établissement ont l'obligation ou doivent inscrire les personnels enseignants et les élèves pour que chacun et chacune ait un identifiant de l'éducation nationale. Mais également dans ce schéma de déploiement du numérique, il y a également une liste de référents numériques qui est envoyée au niveau du SIMEN, le système de management de l'éducation, qui
permet d'identifier au niveau de chaque établissement un répondant numérique, c'est-à-dire un enseignant qui a déjà des prérequis sur l'informatique et le numérique. Absolument. Et il y a des formations en vue, on va les former parce que, vous savez, comme dans l'enseignement supérieur, qui hier même développait l'enseignement bimodal. L'enseignement bimodal que nous, quelque part, peut-être nous appelons l'enseignement hybride. Donc, le fait de devoir capitaliser l'enseignement en présentiel et l'enseignement à distance, parce que on a acquis une certaine expérience dans l'enseignement à distance qu'il ne faudrait pas perdre. Il nous faut capitaliser cela et pouvoir apprendre, quel que soit le contexte dans lequel nous trouvons. Donc, comme je le disais, être au Sénégal et pouvoir suivre un cours à la Sorbonne, c'est permis. Voilà, et c'est très possible. Voilà. Et il faut commencer à cultiver cela chez les apprenants dès maintenant pour qu'ils puissent comprendre que en présentiel, il y a l'enseignement en présentiel a ses avantages et ses inconvénients, mais il y a des choses qui peuvent être comblées avec l'enseignement à distance, surtout à l'ère des TIC où nous sommes. Absolument, mais dans des pays comme le Sénégal, nous savons qu'il y a certaines limites par rapport à ce développement numérique. Nous sommes dans certains lieux qui sont reculés, dans le milieu rural, qui ne bénéficient pas toujours d'électricité ni de connexion. Peut-être qu'il y a des dispositions particulières qui seront prises par le ministère pour l'équité à ce niveau-là. Oui, vous savez, M. Mbeng, il y a souvent des cours à distance que l'on peut faire sans avoir l'Internet. Donc, il suffit d'avoir l'information pour le comprendre. Même si je n'occulte pas les difficultés ou les disparités qui sont liées à l'accès à l'électricité, à l'Internet, je pense qu'en ce moment, nous avons compris qu'il y avait une certaine iniquité dans l'accès à ces ressources-là au moment de la suspension des enseignements apprentissages. Mais les cours dispensés au niveau des radios communautaires avec les SMS et autres permettaient de combler ce gap-là. Parce que le ministère de l'Éducation aussi a pensé à ces apprenants-là qui étaient en zone rurale ou qui étaient en zone semi-rurale. Donc les cours qui étaient dispensés au niveau des radios communautaires, parce que les radios communautaires se trouvaient dans des endroits très reculés, mais il y avait des cours qui étaient dispensés là-bas. Il y avait aussi des diplcopieurs qui étaient installés dans les académies et on tirait les cours pour les remettre aux apprenants. Donc là, je pense qu'il n'y a pas d'inquiétude parce que quand il y a une insuffisance quelque part, il y a toujours une stratégie qui nous permet de combler. Voilà. Je rappelle, mademoiselle, monsieur, que nous sommes en train de recevoir Mme Khady Sow Diop. Mme Khady Sow Diop est la secrétaire générale de l'inspection d'académie de Thiès. Madame, aujourd'hui, vous le savez, la situation sanitaire du pays, nous sommes en train de vivre ce qu'on appelle, sur le plan mondial, nous sommes en train de vivre ce qu'on appelle la deuxième vague du Covid ou de la Covid selon, extrêmement, je ne sais même pas quoi dire. Mais en tout cas, nous sommes en train de vivre cette deuxième vague-là. Mais aujourd'hui, est-ce qu'au niveau du ministère de l'Éducation ou bien au niveau de l'académie, vous êtes en train de vous préparer à certaines éventualités? Oui, nous avons le niveau central d'abord à envoyer des correspondances qui sont allées dans le sens du rappel du respect du protocole sanitaire. Au niveau de l'Académie de Thiès, nous avons également envoyé des correspondances aux chefs d'établissement et aux IF qui vont les partager avec les écoles. Nous avons élaboré, sur instruction du ministère de l'Éducation nationale toujours, un plan d'action, d'information et de sensibilisation pour gérer la deuxième vague de Covid-19. Et pas plus tard qu'avant-hier, l'inspecteur d'académie de Thiès a assisté au déroulement d'une deuxième leçon de vie. Parce qu'on avait fait une leçon de vie le 13 mars, avant la suspension des enseignements apprentissages 2020. Donc on a déroulé la deuxième leçon de vie à l'école élémentaire Mbour 2. De Mbour 2. Et c'est une leçon de vie qui a permis aux apprenants même de faire, de jouer une scène qui a permis de sensibiliser à travers l'image. Parce qu'il y avait déjà le cours déroulé par l'enseignant, mais également il y a le scénario qui a été montré et qui a été joué avec brio par les apprenants. Donc dans ce plan d'action, nous avons prévu des visites au sein des établissements pour voir
le niveau de mise en œuvre ou le respect du protocole sanitaire, mais également il y aura des émissions qui seront faites. Il y aura des campagnes de sensibilisation par l'image, par des affiches qui seront partagées au sein des établissements, entre autres. Donc on l'a envoyé, ce plan d'action-là, à tout le monde. Et puis nous allons dérouler les activités qui sont dans ce plan d'action. Et nous pensons que cela va nous aider à mieux sensibiliser les enseignants et les élèves qui sont des vecteurs de communication. Donc qui peuvent transmettre le message autour d'eux et également au niveau de leur domicile. Peut-être qu'on approche un peu la fin de l'émission. Mais madame, nous avons remarqué que cette année, il n'y a pas de remous. Généralement, à cette période-là, les enseignants sont bougés plus ou moins par rapport au paiement des indemnités aux examens. Par rapport aussi ici à Thiès, on n'a rien entendu. Est-ce que cela veut dire que toutes les indemnités ont été payées par rapport aux examens, etc.? Oui, alhamdoulilah, je dirais. Ce qui a permis ce climat apaisé, c'est la franche collaboration entre l'EA de Thiès et le G7, les syndicats d'enseignants, qui échangent régulièrement avec nous et qui nous informent aussi. Et je peux dire qu'à l'heure qu'il est, on a payé presque la totalité des indemnités liées aux examens. Il y a juste quelques réclamations dues à quelques erreurs, ça et là, et que cela arrive et que nous sommes en train de gérer. Mais sachez que la relation étroite et la collaboration franche entre les syndicats et l'inspecteur d'académie de Thiès est en grande partie la raison pour laquelle le climat est assez apaisé au niveau de Thiès. Je peux en être le témoin parce qu'en vérité, nous, en tant que COSIDEP, nous travaillons vraiment en étroite collaboration avec l'IA de Thiès-Ville. Donc, il ne manque jamais l'occasion en cas d'associer ses partenaires donc, à ces initiatives et c'est extrêmement important. Mais aujourd'hui, madame, nous sommes à la fin de l'émission, on m'a fait un signe. Si vous avez un appel à lancer, quel serait-il? Voilà, si j'ai un appel à lancer, c'est de demander à nos partenaires de nous venir encore en appoint par rapport aux kits d'hygiène, aux masques, aux gels, parce qu'on en a encore besoin, surtout avec la deuxième vague de Covid-19. Et les remercier aussi pour les actions faites et les actes posés l'année dernière, mais nous restons encore ouvertes à recevoir une dotation en gel et en masque. Autre appel, c'est de respecter et de faire respecter les mesures barrières dans les établissements et écoles. Parce que, je le disais tantôt, nécessairement les solutions sortiront des écoles et des établissements. Donc cela est important et il nous faut être les premiers à respecter le protocole sanitaire et à respecter les mesures édictées par les autorités sanitaires. Voilà. Peut-être que les téléspectateurs m'en voudraient si je ne vous posais pas la question. Aujourd'hui, nous savons qu'il y a eu, disons à la rentrée de l'année, on a entendu de petits problèmes entre les parents d'élèves et le secteur privé de l'éducation. Aujourd'hui, il me semble que ce problème-là est derrière nous, non? Ah oui, c'est un problème qui est derrière nous parce que le secteur privé, de l'enseignement privé, est régi par plusieurs ministères. Il y a plusieurs ministères qui s'en occupent et le ministère de l'Éducation nationale gère l'aspect pédagogique. Mais les inspecteurs d'académie ont joué un rôle de médiateur en instaurant le dialogue entre parents d'élèves et administration des écoles privées. Et je pense que cela a porté ses fruits parce que c'est un problème qui est derrière nous. Donc c'était un problème nouveau et qui dit nouveauté, dit véritablement des remous. Mais après le dialogue, après l'échange entre les deux parties, aujourd'hui les apprenants sont en train de faire cours dans les établissements de leur choix. Et je pense qu'on en a tiré des enseignements et cela n'arrivera certainement plus. Sans être sectariste, qu'est-ce que ça fait, Madame Khadissa Diop, d'être une dame et SG de l'inspection d'académie de Thiès, qui est une très grande académie de toute façon? Bon, permettez-moi de ne pas réfléchir en femme. Non, il ne faut pas. Mais de réfléchir en individu, je le dis toujours. Je voudrais
parfois me départir de mon, Bien sûr, c'est important. voilà, de ma féminité, parce que à un poste de responsabilité, il ne faut pas réfléchir en termes de sexe ou de genre, mais plutôt en termes de compétences. Donc, parce que c'est une grande académie, certes, mais j'ai la confiance de mon inspecteur d'académie. Et c'est une confiance renouvelée. Parce que on travaille en étroite collaboration. Et puis, j'admire son style de management, parce que c'est un management participatif. Et cela est important par les temps qui courent. Et c'est une grande académie. Et je pense que tout travail nécessite une compétence, mais également nécessite des prérequis. Et je voudrais me réjouir du choix qui a été porté sur moi. Donc, remercier le ministre de l'Éducation nationale pour la nomination à ce poste, mais aussi vous dire que je suis entourée d'une équipe. Ce n'est pas moi qui suis secrétaire général qui fait tout le travail que les acteurs apprécient, je pense, mais c'est une équipe. Nous formons une équipe avec des inspecteurs de l'enseignement moyen secondaire, avec des inspecteurs de spécialité, avec des inspecteurs de l'enseignement élémentaire. Donc l'Académie de Thiès est une équipe, est une famille. Et qui dit famille, dit collaboration franche, dit collaboration étroite. Et je profite de l'occasion pour les remercier pour le soutien et pour l'accompagnement. C'est important. Mais aussi, j'ai vu tout à l'heure, quand on a passé votre cursus, on a vu que vous vous intéressez beaucoup aux droits humains. D'où vient cette passion-là? Bon, cette passion peut-être m'est venue de la gestion de la cellule genre du lycée Jules Sagna, où j'étais. J'ai piloté la cellule genre, mais auparavant, j'ai géré un partenariat entre le lycée Charles de Gaulle et le lycée du Pays de Retz à Nantes. Et j'accompagnais des élèves en France dans le cadre de programmes d'échange. Et quand je les accompagnais dans ce cadre de programme d'échange-là, cela me permettait de me rapprocher plus des élèves, de les écouter et de pouvoir cerner leurs problèmes. Et cela m'a permis aussi de faire les mêmes tâches au niveau du lycée Jules Sagna, où j'ai pu, en collaboration avec mes collègues bien sûr, créer la cellule genre. Et en créant la cellule genre, nous avons véritablement aidé beaucoup d'élèves, garçons comme filles, à résoudre des problèmes qui n'étaient peut-être pas perçus comme des problèmes qui pouvaient impacter les résultats scolaires. Parce que c'était des filles en situation de détresse, c'était des garçons en situation de détresse qu'il fallait écouter et ne pas juger. Donc, et le fait de créer ce climat de confiance-là entre élèves et enseignants, mais enseignants hors des salles de classe, parce que c'était deux casquettes à porter. C'était la responsable de la cellule genre qui était là avec une écoute active, qui écoutait sensiblement l'élève, et le professeur qui dispensait son cours. Donc une fois en classe, c'est le professeur qui met les limites qu'il faut, mais une fois dans la cour de l'école, c'est la gestion de l'ensemble des élèves et des problèmes sociaux de ces élèves-là. Et je pense que c'est ça qui m'a permis de glisser vers les droits humains, parce que l'approche fondée sur les droits humains, c'est une approche qui prend en compte les spécificités. Et qui dit spécificité, pense, vous allez m'excuser, hein, à la spécificité de la fille. Parce que les filles, souvent, ont des problèmes qui leur sont spécifiques. Absolument. Et il y a aussi beaucoup de préjugés, de stéréotypes et autres. D'ailleurs, on le dit souvent, et des études l'ont montré, qu'il y a souvent, au niveau, la pyramide se rétrécit de plus en plus. On a réussi le pari de l'accès des filles à l'école. On a réussi le pari du maintien des filles quelque part, mais c'est la poursuite des études souvent qui pose problème. Et c'est pourquoi la pyramide se rétrécit du bas vers le haut, parce qu'entre-temps, il y a des handicaps, il y a des problèmes qu'elles rencontrent en cours de cursus qui peuvent les pousser à abandonner les études, qui peuvent les pousser à arrêter, à stopper. Voilà, la gestion de l'hygiène des menstrues est un élément fondamental
dont il faut parler. Excusez-moi, mais je voudrais aussi parler d'une situation qui est peut-être assez personnelle. Quand j'ai parcouru votre CV, j'ai vu aussi que très tôt, vous avez été orpheline de père. Et même malgré tout ça, vous avez réussi vos études. Et vous avez eu beaucoup de masters, vous avez fait des études supérieures, vous avez voyagé, vous avez fait encore énormément de choses. Mais est-ce que vous avez puisé cette force-là? Bon, j'ai puisé cette... Est-ce que c'est une force? Je pense que c'est naturel. Parce que je suis née dans un environnement scolaire. Mon père étant enseignant, vivant dans un logement de l'État au sein d'un établissement. Donc j'ai grandi dans cet environnement-là. Et puis après, il a occupé le poste de secrétaire général au niveau de l'IRE. L'IRE qui est l'actuel IA de Thiès. Je le dis souvent à mes collègues que j'ai joué dans les locaux de l'IA de Thiès étant enfant, parce que venant y rejoindre mon père. Et je suis dans la cadette d'une famille de filles. Et je pense que le décès, la perte prématurée d'un parent, d'un père qu'on considère comme un modèle, est à la fois un moment de tristesse, mais c'est également un événement qui permet de rester résiliente. La résilience, parlons-en, elle est importante. Elle est importante parce que quand il y a un coup de la vie, il ne faut pas s'arrêter. Il faut se relever et continuer à aller de l'avant. Et pour aller de l'avant, il ne faut pas toujours s'arrêter à ce que l'on sait. Aujourd'hui, on a l'apprentissage est un cycle continu. Il faut aller dans le sens de la non-maîtrise. On ne maîtrise rien du tout, on est expert en rien du tout. Donc, et je pense que le plus grand homme, l'homme qui est le plus humble, c'est le philosophe Socrate qui disait « Tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien ». Donc, considérer qu'il nous faut toujours apprendre, qu'il nous faut toujours avoir des connaissances, qu'il nous faut toujours aller vers la quête de la connaissance et de l'excellence. Et c'est ça qui est important. Je paraphrase l'inspecteur d'académie qui dit toujours qu'on est dans un contexte de compétitivité. Et aujourd'hui, il ne suffit pas d'être bien, il faut être excellent pour pouvoir sortir de l'ordinaire. Et cela est important et c'est ça qui me pousse moi à toujours voir là où il faut creuser, là où il faut apprendre, là où il faut aller pour pouvoir capitaliser quelque chose parce que les connaissances sont interconnectées aujourd'hui. Vous retrouvez dans l'espace scolaire les droits humains, vous retrouvez dans l'espace scolaire la santé scolaire, la gestion, le pilotage de la qualité, vous retrouvez la gestion du conflit, la gestion des risques. Et c'est des modules qui sont importants, mais aussi la formation des chefs d'établissement. Donc j'ai fait un master dans ce sens-là, dans le sens de former les chefs d'établissement dans la gestion administrative, la gestion financière. Et c'est ça qui tient véritablement le système, entre autres. Voilà. Mais merci beaucoup. Je crois que nous sommes vraiment véritablement arrivés à la fin de cette émission-là. Vous l'avez constaté, ça a été. Donc nous avons eu beaucoup de plaisir à recevoir Madame Khady Sow Diop, qui est la secrétaire générale donc, de l'IA de Thiès-Ville. Madame, c'est la fin. Peut-être que nous allons vous laisser dire quelques mots. Oui, je voudrais, pour ces quelques mots-là, les adresser à Mademoiselle Diary Sow. Oui. Mademoiselle Diary Sow, qui est un produit de l'Académie de Thiès, donc qui a été à l'IF de Mbour 1. Je voudrais m'associer aux prières formulées par véritablement toute la population sénégalaise et même au-delà de nos frontières pour prier pour qu'elle nous revienne saine et sauve. Donc je voudrais encourager ses parents, leur dire qu'il ne faut jamais cesser de prier parce que Diary va nous revenir, Inch'Allah, parce que Diary inspire ses pères comme elle inspire également toute la nation sénégalaise. Voilà. Et puis remercier encore une fois Prestige TV pour le travail remarquable que vous êtes en train de faire au niveau de la région de Thiès
remercier le directeur, M. Doumbia, et l'ensemble de vos collaborateurs. Vous remerciez vous aussi, M. Mbeng. Et enfin, l'inspecteur d'académie, Pape Baba Diassé. Baba Diassé, très bien. Donc, ces mots, donc, nous avons eu le plaisir encore de terminer cette émission. Et je le rappelle, nous avons reçu Mme Khady Sow Diop, qui est la secrétaire générale de l'Académie de Thiès. Une dame vraiment très engagée, que nous connaissons personnellement, très engagée, vraiment très au fait de ce qui se passe au niveau de l'éducation et qui vraiment, tous les jours, encore, ne résigne sur aucun sacrifice pour porter encore l'Académie de Thiès. Encore, nous lui souhaitons bon vent dans ces nouvelles responsabilités qui sont assez lourdes, il faut le dire, mais quand même nous lui faisons confiance. Nous savons que, Inch'Allah Rabbi, il ne pourra que nous apporter de grands succès au niveau de la région de Thiès, de l'Académie de Thiès. Donc nous vous donnons rendez-vous pour une autre émission Jang Tay. Merci.